années en faveur de la biodiversité. L'objet de ce webinaire ce matin est de vous présenter le concours Capitale française pour la biodiversité. Et nous avons pour cela le plaisir d'accueillir Gilles Lecuir de l'ARB Île-de-France, qui va vous permettre de mieux connaître ce concours, les liens avec Territoires engagés pour la nature également. Et puis, il pourra bien entendu vous partager son expérience parce que Gilles voilà, est une des chevilles ouvrières de ce concours depuis plusieurs années. Voilà, donc c'est l'occasion de poser toutes vos questions. Avant ça, je vais vous faire une petite présentation de l'ARB Nouvelle-Aquitaine pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Et puis, je passerai la main à Gilles pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, normalement, vous voyez ma présentation. Quelques petits mots, donc je disais sur l'ARB Nouvelle-Aquitaine. Donc l'ARB est un établissement public de coopération environnementale, donc qui a été créé en 2023, mais qui a une certaine antériorité puisque nous existions sous un statut associatif. Depuis 2023, nous sommes établissement public donc, de coopération environnementale. Nous avons été créés à l'initiative de la région et de l'Office français de la biodiversité. Nous avons 2 implantations à Poitiers et Bordeaux et une équipe d'environ 22 agents. Alors les ARB, notre ARB comme les autres ARB donc, ont été créés bien pour répondre à l'urgence d'agir pour la biodiversité, faciliter la coordination et la collaboration entre les acteurs et mettre la biodiversité au cœur des politiques publiques locales. Une petite précision concernant l'ARB Nouvelle-Aquitaine, c'est que nous avons évidemment cette compétence thématique sur la biodiversité, mais aussi dans le domaine de l'eau. Hein, c'est lié à l'histoire de notre structure, hein, puisque nous avions par le passé un observatoire régional de l'environnement, et donc nous avons gardé cette compétence de suivi en fait des masses d'eau, hein, à la fois sur les aspects qualitatifs et quantitatifs. Donc nous avons aussi une compétence d'observatoire dans le domaine de l'eau au sein de l'agence. Nos principales missions à l'ARB Nouvelle-Aquitaine sont la valorisation, la diffusion de la connaissance, l'accompagnement des politiques publiques et des projets, la communication, la sensibilisation et la mobilisation citoyenne, et puis la mise en œuvre des transitions et réflexions prospectives, en particulier sur 2 sujets, les sujets liés à l'économie, notamment tout ce qui est accompagnement de filières économiques aux transitions, transition écologique, et également l'agroécologie, qui est un sujet très récent pour nous, mais nous avons une collègue qui travaille sur cette thématique. Et l'objectif est d'intervenir en complémentarité avec les acteurs existants pour justement promouvoir les pratiques agroécologiques, faire connaître les initiatives et retours d'expérience qui existent en la matière. Si je zoome un petit peu plus sur l'accompagnement des politiques publiques et des projets, dont je m'occupe plus personnellement, puisque je suis responsable du pôle accompagnement de l'action publique et des projets, eh bien, nous nous appuyons sur plusieurs moyens d'action. Hein. L'animation de réseaux d'acteurs, tout d'abord. Donc, nous animons différents réseaux. Bien sûr, nous animons des réseaux de collectivités, mais également, je pourrais citer sur la thématique éviter, réduire, compenser. Hein, donc, qui va réunir des acteurs de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire en Nouvelle-Aquitaine. Nous animons donc la communauté régionale des acteurs de la séquence éviter, réduire, compenser. Autre moyen d'action, la production et la mise à disposition de ressources. Donc là, ça passe notamment par bien sûr notre site internet, nos différents sites internet, puisqu'on peut avoir également des sites thématiques. Nos lettres d'information, mais également nous produisons un certain nombre de documents. Je reviens sur la séquence éviter, réduire, compenser. Par exemple, nous avons eu l'occasion avec la communauté régionale de produire des documents de préconisation, par exemple sur l'évitement des impacts et ce qu'on entend par les impacts dits non compensables. Le développement des compétences, autre moyen d'action pour nous. Donc ça passe par l'animation de webinaires, ça peut passer par l'animation de journées de développement des compétences. Voilà, nous en avons organisé donc fin 2024, début 2025 à destination des élus locaux, par exemple, sur les sujets de sobriété foncière. Et puis enfin, l'ingénierie technique et financière auprès des porteurs de projets, qu'il s'agisse de collectivités ou d'entreprises, et de façon directe ou par le biais de structures avec lesquelles nous travaillons.
Ça, c'est très important dans notre façon de travailler. Nous associons eh bien, autant que possible des structures techniques spécialistes de la biodiversité et qui vont bien souvent avoir une connaissance des territoires qui peut être une connaissance plus fine hein, que la nôtre. Donc, je pense par exemple à certaines associations de protection de l'environnement avec lesquelles nous travaillons et qui vont apporter eh bien, une ingénierie d'accompagnement au niveau local. En ce qui concerne l'accompagnement des collectivités qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, eh bien, l'ARB s'appuie sur deux principaux leviers. Celui donc, de territoire engagé pour la nature. Donc, il y a un dispositif qui est piloté par l'OFB au niveau national, animé par l'ARB Nouvelle-Aquitaine en Nouvelle-Aquitaine. Et puis les stratégies locales pour la biodiversité. Donc, il y a un moyen d'action qui est plus récent pour nous, mais qui a notamment pris forme l'année dernière par le biais d'un appel à manifestation d'intérêt qui a permis de sélectionner 6 premières collectivités que nous accompagnons sur une durée de 2 ans pour élaborer des stratégies locales pour la biodiversité. Et puis en parallèle, nous commençons également à accompagner des collectivités un petit peu au fil de l'eau sur ces stratégies locales. Il y a un petit peu deux niveaux d'engagement pour nous à l'agence autour de ces dispositifs. Territoire engagé pour la nature est pour nous plutôt un premier levier qui permet voilà, aux collectivités qui souhaitent eh bien, s'engager par le biais parfois d'opportunités hein, qu'elles ont hein, sur des aspects fonciers ou des thématiques qu'elles ont investies, qu'elles puissent rejoindre Territoire engagé pour la nature et qu'on les accompagne pendant 3 ans pour petit à petit voilà, à la fois mettre en œuvre leur plan d'action, mais aussi monter en compétences. Et les stratégies locales pour la biodiversité sont un niveau d'engagement supplémentaire, puisqu'en fait, ça représente un travail quand même assez conséquent pour élaborer un diagnostic, hiérarchiser des enjeux de biodiversité et s'engager sur un plan d'action à 5 à 10 ans. Donc voilà, c'est une étape un petit peu supplémentaire d'engagement et qui présente l'avantage eh bien, d'aller vers véritablement une feuille de route à la fois stratégique et opérationnelle pour la collectivité et qui va permettre de développer une vision un petit peu globale des enjeux de biodiversité dans son territoire et la façon dont on peut articuler ces enjeux avec d'autres thématiques, l'adaptation au changement climatique par exemple, différentes politiques publiques locales qui existent, la question de la planification bien entendu. Donc voilà, deux approches très complémentaires. Par ailleurs, je précise également que nous travaillons en complémentarité et puis en cohérence avec d'autres dispositifs tels que l'Atlas de la biodiversité communale qui est porté par l'OFB. Et les actions de l'agence s'inscrivent dans le cadre de la stratégie régionale pour la biodiversité. Et je fais référence notamment aux fiches actions 16, 17. N'hésitez pas à aller sur le site de la SRB Nouvelle-Aquitaine. Vous y trouverez ces fiches actions et c'est un petit peu pour nous le cadre général dans lequel on s'inscrit au niveau régional. Et puis dans notre façon de travailler, on a un pilotage régional qui associe à minima l'Office français de la biodiversité, la région Nouvelle-Aquitaine, et l'ADREAL dans chacune de nos interventions. Voilà, je ne vais pas être plus long. Alors si, j'aurais juste précisé également, je regardais juste avant cette présentation un petit peu parmi notre réseau des territoires engagés pour la nature. Nous avons 43 collectivités à ce jour, des communes, des intercommunalités, un pays également. Et ben, plusieurs en fait, plusieurs collectivités hein, sont des lauréates de Capitale française pour la biodiversité. Donc, je pense notamment à Niort, à Angoulême, à Saint-Médard-en-Jalles. J'en oublie peut-être. En tout cas, voilà, c'est aussi pour nous une satisfaction de voir qu'effectivement, au sein de notre réseau de collectivités, certaines sont aussi allées vers Capitale française pour la biodiversité. Et donc, on ne peut que vous encourager à candidater et à rejoindre aussi cette belle démarche que va vous présenter Gilles Lecuyer. Gilles, je te passe donc la parole, à moins qu'il y ait des questions avant que Gilles rentre plus spécifiquement sur le sujet Capitale française pour la biodiversité. Non, c'est OK pour tout le monde? Gilles, je te passe la main. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vais moi aussi vous mettre un petit support de présentation en espérant qu'il s'affiche. Super.
Donc moi, je suis Gilles Lecuir, je suis chargé d'études à l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France, mais je coordonne le travail de toutes les agences régionales, dont l'Agence régionale Nouvelle-Aquitaine, qui nous accueille aujourd'hui, et puis les acteurs nationaux et régionaux, les autres acteurs. On a 45 partenaires qui participent à ce concours et dont je vais peut-être vous surprendre, mais en vous disant que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas un concours. Donc paradoxalement, le but premier, c'est d'identifier, de valoriser et diffuser les bonnes pratiques des collectivités du bloc local, c'est-à-dire les communes et les intercommunalités à fiscalité propre, les communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines, métropoles. L'idée, c'est de constituer chaque année en proposant un thème différent parce que on veut tous montrer que la prise en compte de la biodiversité, du vivant spontané, ça concerne toutes les politiques publiques, ou en tout cas un grand nombre de politiques publiques. Donc, en proposant un thème différent chaque année, ça permet d'exprimer des sujets différents, puis ça permet aussi d'avoir une variété d'approches. Donc là, vous voyez les 5 derniers recueils d'actions qu'on publie en demandant aux collectivités de raconter un succès, une fierté, ou plusieurs succès, plusieurs fiertés, autour d'actions réalisées autour du thème qu'on leur propose. Donc, c'est vraiment ça le cœur du concours. Donc, tous ceux qui participent, c'est-à-dire qui prennent la plume et qui prennent le temps de raconter une de leurs actions qu'ils ont réalisées, peuvent voir leur action valorisée, diffusée dans les recueils d'actions et puis intégralement en ligne sur le site internet dédié dont vous avez l'adresse qui est là. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que c'est pas une compétition. C'est on vous demande de raconter et on partage. Et puis il y a un deuxième cran, c'est que si on a on vous demande de proposer de 1 à 3 actions maximum. Et si vous avez vos 3 actions qui sont retenues pour le recueil d'actions, bah, les évaluateurs se disent waouh, là, on tient peut-être une collectivité qui est vraiment championne et ça donne l'accès éventuel à la deuxième partie qu'il a et la partie concours avec des visites de terrain chez des finalistes, des rapports de visite et puis des trophées. Donc là, vous avez la remise de trophée 2025 avec le ministre de la Transition écologique qui était accueilli à la Fédération nationale des parcs naturels régionaux de France. Donc, des trophées de meilleure commune pour la biodiversité ou meilleure intercommunalité pour la biodiversité, par catégorie de taille, hein, donc les villages, moins de 2000 habitants, les villes de moins de 20 000 habitants, les villes de moins de 100 000 et les villes de plus de 100 000, et puis les intercommunalités rurales, c'est-à-dire les communautés de communes, et les intercommunalités urbaines, de la communauté d'agglo jusqu'à la métropole. Et puis l'un de ces lauréats est désigné capitale française de la biodiversité, le porte-étendard de ces champions de l'année. Donc voilà pour la partie concours qui se fait à partir du mois de mai-juin. Évidemment, il ne vous a pas échappé qu'il y a une élection en mars. Et donc, la participation se fait jusqu'au 27 février. Nous, on évalue en mars les actions présentées. Et puis, on fera ce qu'on appelle une clause de revoyure avec les collectivités qui seraient en situation de finaliste et qui auraient eu une alternance politique. Bah, bien évidemment, on reviendra vers elles pour leur demander est-ce que vous voulez vous arrêter là parce que la nouvelle municipalité ne veut pas valoriser ce qu'a fait l'ancienne municipalité, ou bien est-ce que c'est pas un sujet de clivage on connaît des communautés, je connais une communauté d'agglomération qui a adopté sa stratégie, alors c'est pas en Nouvelle-Aquitaine, c'est vos voisins, le Pays de la Loire, mais sa stratégie locale biodiversité, adoptée à l'unanimité, bah, il est possible qu'un changement de majorité dans une interco ne veuille pas dire qu'on n'assume pas la politique passée et que donc oui, on continue. Donc voilà tout ça pour vous expliquer cette petite finesse liée aux élections. Donc c'est aussi l'occasion, une dernière fois dans le mandat,
de valoriser des actions qui seront de toute façon publiées, quel que soit le résultat des élections, en septembre-octobre 2026. Alors, le thème de cette année, c'est le thème qu'on vous propose de la restauration de la nature. Et c'est un thème qui est extrêmement large. C'est bien sûr ce qu'on pourrait appeler de la renaturation. Alors, la différence qu'on fait entre renaturation et restauration, c'est que la renaturation, on part d'un sol scellé, donc bitume, béton, et on va recréer un écosystème fonctionnel à la place de cette zone. La restauration de milieu, on va partir d'un milieu dégradé et qu'on va améliorer pour qu'il puisse fonctionner de manière autonome en tant qu'écosystème. Donc en gros, si on prend l'exemple des rivières, eh bien une rivière canalisée avec des pales planches ou du béton, et puis ben, on va enlever ça, recréer une pente douce, voir des zones d'expansion des crues sur les côtés. Là, on est dans de la renaturation. Si on est sur une rivière qui est dégradée, par exemple en milieu rural, avec des activités agricoles, du pâturage, et que on va installer un système pour éviter que les bêtes n'aillent dans le lit de la rivière, et pour reprofiler les berges ou reméandrer un peu. Là, on va être dans la restauration de la rivière plus que dans la renaturation. Les deux se valent, on n'a pas, les deux nous intéressent, on n'a pas évidemment de préférence, hein, ce sont de toute façon de très bonnes actions. Ça peut être aussi des programmes de protection d'espèces. Donc, par exemple, j'ai eu il y a quelques années un programme sur la protection de l'azuré du serpolet, un très joli papillon qui a un régime alimentaire très particulier, une histoire pour un autre jour si vous voulez, avec le maintien de prairies ouvertes pour donc cette restauration de milieu avec des prairies qui se ferment et ben, on les rouvre pour préserver l'azuré du serpolet, c'est tout à fait une activité qui peut illustrer la restauration de la nature. On peut aussi parler de solutions fondées sur la nature pour limiter le risque d'inondation, pour concilier des activités productives, je pense à l'agriculture, la sylviculture, mais ça peut être aussi la pêche, la conchiliculture, avec la faune et la flore sauvage, d'engagement citoyen pour verdir les villes et les villages, notamment dans un enjeu de bien-être humain, mais aussi de fraîcheur, de lutte contre l'îlot de chaleur urbain, de gestion des eaux pluviales, des ruissellements. L'important, c'est qu'il y ait dans vos actions un lien direct avec la biodiversité au sens de la faune, la flore et même la fonge, les champignons spontanés qui coévoluent avec les humains, leur habitat, leur activité, éventuellement leur plantation. Mais il faut qu'il y ait un peu de sauvage, si vous voulez. On est sur un sujet dans le concours Capitale française de la biodiversité où on s'intéresse à la biodiversité spontanée qui va coévoluer avec nos activités. Donc, des actions de verdissement urbain, par exemple, de désimperméabilisation de places, de pavés non jointés, de petites plantations horticoles, risqueraient, même si elles sont évidemment des très bonnes actions, sur ce thème de la restauration de la nature, elles risqueraient d'être écartées par les évaluateurs parce que on ne restaure pas un écosystème fonctionnel autonome ou semi-autonome. Une prairie naturelle, par exemple, c'est un système qui n'est pas autonome puisqu'elle dépend de la fenaison, le travail d'exportation du foin, mais c'est quand même un système autonome avec une très grande richesse et un système surtout fonctionnel. Donc voilà, sur le milieu urbain, attention à bien avoir en tête cette notion de biodiversité sauvage et de bien la mettre en valeur pour ça. Autre chose importante, on considère que les politiques publiques locales, les collectivités, se limitent pas aux seules compétences des collectivités. Donc, ce qu'elles font avec leurs partenaires,
que ce soit leur intercommunalité, que ce soit un syndicat mixte, notamment évidemment de gestion de rivière ou un EPTB, une association, le Conservatoire d'espaces naturels souvent, mais ça peut être aussi les CPIE, les CPN, des associations naturalistes. C'est tout à fait des actions qui peuvent être valorisées à condition que la collectivité soit associée à l'action depuis sa conception jusqu'à sa mise en œuvre, et puis en précisant bien le rôle joué par la collectivité à chacune des étapes de l'action. Ce que je vous conseille, moi, c'est si vous vous dites, bah oui, là, on a un truc qu'on a fait avec nos partenaires, bah, c'est de contacter ces partenaires en leur disant, on aimerait bien valoriser ce qu'on a fait ensemble via le concours Capitale française de la biodiversité. Est-ce que vous êtes d'accord? Et puis de rédiger à deux mains, peut-être, la fiche action. Le bon critère pour vous dire si cette action, elle vaut le coup d'être montrée, c'est si vous êtes Capitale française de la biodiversité et que dans le communiqué de presse, le dossier de presse on dit pourquoi, on explique à chaque fois, on motive, et qu'on dit bah, pour notamment ce que la collectivité a fait avec son association, son syndicat de rivière, son partenaire, son département par exemple, sur un ENS d'initiative locale, etc. Est-ce que votre partenaire dira génial, on est valorisé tous ensemble, ou est-ce qu'il dira la collectivité, elle est un peu gonflée, elle tire la couverture à elle alors qu'elle n'a rien fait? Ça, c'est le bon critère pour vous dire est-ce que cette action, je peux la présenter ou est-ce qu'il vaut mieux que je présente une autre action? Mais en tout cas, n'hésitez pas. Les évaluateurs considèrent que travailler avec des partenaires, ne pas travailler tout seul, c'est un point positif et qui donne des points en plus parce que c'est plus efficace et apprécié. Alors, le calendrier, c'est un dépôt le dossier de candidature, il est disponible sur le site internet du concours. Il est assez simple. La première page, donc vous avez en deux pages, toute l'explication, y compris de la méthode d'évaluation, hein. On est transparent complètement. Vous savez ce que les évaluateurs vont se poser comme question en lisant vos actions. Et puis ensuite, on a une page qui est une fiche d'identité de la collectivité, deux pages où vous pouvez répondre de manière approximative sur les chiffres quand on vous demande les espaces, vos nombres d'espaces verts, de linéaires, etc. C'est pour donner au lecteur, à l'évaluateur, un aperçu de votre collectivité. Ne vous prenez pas la tête à la virgule près. C'est pas du tout ça qu'on cherche. C'est que on puisse comprendre, ok, c'est une ville très urbaine, ou alors c'est un village avec des hameaux, et qu'on puisse prendre en compte ces spécificités dans le contexte de l'action que vous menez. Et puis ensuite, on vous propose de remplir une à trois actions. Je vais les détailler. Donc voilà, vous êtes et de nous renvoyer jusqu'au 27 février. On les évalue souvent en triple à quintuple lecture séparément par des experts de toutes compétences, des paysagistes, des écologues, mais aussi des gens plus portés sur l'anthropologie, la sociologie, des acteurs de terrain, etc. Et puis on fait une conférence de consensus pour discuter entre évaluateurs des différences d'appréciation, et puis on décide est-ce qu'on publie ou est-ce qu'on publie pas telle ou telle action. Je vous ai parlé de la clause de revoyure en cas d'alternance, et puis après ça, en mai-juin plutôt, probablement, on fait des visites de terrain chez les finalistes volontaires. Et puis ensuite, on fait un palmarès début du mois de septembre avec une publication lors d'une cérémonie en général de remise de trophées, du recueil d'actions, et puis on fait un colloque de restitution pour donner la parole aux lauréats pour qu'ils puissent expliquer ce qu'ils font et partager avec leur pairs. Euh, on vous demande un prérequis. C'est parce que on veut avoir des collectivités qui sont. En fait, nous, on s'intéresse à la pédagogie par la preuve, donc aux réalisations effectuées, mais on veut quand même que les collectivités elles soient dans une démarche de projet. Donc, ça peut être que vous êtes membre adhérent d'un parc national, par exemple, ou riverain d'un parc naturel marin, ou encore membre d'un parc naturel régional. Vous avez dans ce cas-là signé une charte des prix des engagements ou d'une réserve de biosphère. Hein, vous avez la réserve de biosphère de la vallée de l'Homme, je pense en Dordogne, au moins. Donc, si vous êtes
dans un de ces cas-là, votre prérequis, il est déjà rempli. L'autre, si vous ne l'êtes pas, c'est d'être soit reconnu territoire engagé pour la nature, soit d'avoir déposé votre dossier selon l'heure où on en est, soit si ce n'est pas le moment des candidatures en Nouvelle-Aquitaine, eh bien vous avez pris contact avec votre animatrice régionale pour dire cette démarche m'intéresse et vous vous engagez moralement à poursuivre après. C'est Mina Lazraki qui est avec nous, qui assume cette fonction actuellement à l'ARB Nouvelle-Aquitaine. Et c'est bien sûr si c'est éligible dans votre région, si en Nouvelle-Aquitaine, j'avoue que je n'ai pas révisé, les communes par exemple sont pas éligibles, c'est que les intercos, et ben dans ce cas-là, une commune peut participer librement. En tout cas, ne le prenez pas comme une difficulté, mais plutôt comme un accompagnement. On ne vous fermera pas la porte, on discutera avec vous, Mina et moi, pour vous dire comment vous pouvez participer. On veut que tout le monde participe sans avoir de difficultés. Alors, je vous disais, 1 à 3 actions. Vous pouvez très bien ne présenter qu'une seule action. Et vous aurez cette action, elle sera ou pas publiée dans le recueil d'actions. Ça vous place de fait hors compétition pour la deuxième partie du concours, puisque je vous ai dit qu'on sélectionnait nos finalistes parmi ceux qui ont 3 actions publiées. Donc, si vous avez envie de maximiser vos chances et éventuellement d'avoir un trophée, présentez 3 actions. On vous demande de présenter des actions sous 3 angles différents. Le premier, c'est donc toutes sur le même thème restauration de la nature, hein, mais le premier, c'est planification et aménagement du territoire. Ça peut être évidemment de la planification réglementaire. Vous avez fait une OAP, une orientation d'aménagement et de programmation, restauration de la nature dans votre PLU ou dans votre SCOT, si vous êtes à une échelle de SCOT, ça peut tout à fait rentrer là-dedans, mais ça peut être une planification volontaire, notamment une stratégie locale de la biodiversité que vous auriez déjà réalisée, par exemple avec le concours de l'ARB Nouvelle-Aquitaine, et qui comporte un volet restauration de la nature du territoire. Ça, ce serait tout à fait entendable. La différence, c'est que votre planification, il faut qu'elle soit adoptée. C'est-à-dire que la planification par nature, c'est du projet. Mais comme nous, on veut des réalisations, là, il faut que votre planification, elle soit adoptée, qu'elle ait été validée en conseil municipal, que votre PLU soit en vigueur, etc. Et puis, il y a le et aménagement du territoire. Et aménagement du territoire, ça ne veut pas forcément dire construction. Aménagement du territoire, ça peut être l'aménagement avec le vivant. Restaurer une continuité écologique entre 2 réservoirs de biodiversité, c'est de l'aménagement du territoire, bien évidemment. Créer un réseau de haies pour améliorer la connectivité, c'est de l'aménagement du territoire. Donc, ça peut être aussi réaliser un écoquartier sur une friche en faisant avec la biodiversité existante et en restaurant des zones naturelles, c'est aussi de l'aménagement du territoire. Donc vous voyez, vous avez un champ très large. Et c'est pas, ça peut être l'un ou l'autre, planification et aménagement du territoire. On ne vous oblige pas à nous présenter quelque chose sur la planification. Ça peut être que de l'aménagement du territoire. Voilà. Et ça peut être qu'à l'échelle de l'ensemble de la commune ou d'un quartier ou d'un site sans aucun problème. Biodiversité locale, travaux, gestion et suivi, ben là, on va être vraiment sur, vous avez mené une opération, donc par exemple, une opération de remise à ciel ouvert d'une rivière ou de reméandrage d'une rivière, de création d'une zone d'expansion des crues, une action de restauration d'une lande forestière avec qui se fermerait par exemple, avec une restauration de la strate, une restauration d'un fonctionnement hydrologique d'une tourbière. Enfin, voilà, vous avez plein de choses. À chaque fois, on vous demande de nous dire, c'est en quoi? En 3000 signes, donc c'est assez synthétique. Pourquoi vous avez fait les choses, comment vous les avez faites et quels résultats vous avez obtenus ou, si c'est très récent, quelle méthode de suivi vous avez mis en place pour pouvoir mesurer les résultats à venir. Le troisième chapitre, ça s'appelle citoyenneté et biodiversité. Il faut que vous entendiez là
l'ensemble des parties prenantes sous citoyenneté. C'est pas seulement les citoyens au sens des électeurs ou des habitants. Ça peut être une partie de ces habitants, un public cible, évidemment les scolaires ou au contraire les personnes âgées, les maisons de retraite, mais ça peut être les entreprises d'une zone d'activité, ça peut être vos agriculteurs, ça peut être vos commerçants, enfin voilà, pensez large, ça peut être dans le cadre d'une communauté de communes ou d'une agglo, ses propres communes. Si une intercommunalité joue un rôle d'animateur pour accompagner ces communes dans des actions de restauration de la nature planifiées et avec un soutien technique, etc., on peut considérer que la collectivité a- a- agit avec ses parties prenantes. Ça peut être avec des bailleurs sociaux, avec voilà. Donc c'est vraiment au sens très large. Euh, 4 conseils pour éviter que vous écriviez pour rien. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez publié. C'est pas que vous ayez rédigé et puis que ben, ça serve à rien. Il y a 4 critères qui vont faire que les évaluateurs, ils vont immédiatement éliminer de la publication l'action que vous avez présentée. D'abord, il faut que ce soit correctement rédigé. Il faut que ce soit que ça puisse être. Nous, on ne va pas réécrire vos actions. Donc il faut que ce soit bien écrit, que ça puisse être lu et compris par des élus et techniciens d'autres territoires. Je vous déconseille très fortement de faire un copier-coller de la note de bureau qui est avec sa liste de tirets à l'infinitif qu'on a souvent en travail technique, mais de faire l'effort de rédiger, de les transformer en rédigeant des phrases, de véritables paragraphes. Ça va donner une qualité de rédaction qui va permettre la publication. Le deuxième critère obligatoire, c'est qu'on cherche des actions exemplaires et donc il faut que ça aille au-delà des obligations réglementaires. Par exemple, vous en a parlé avec Baptiste de la séquence éviter, réduire, compenser. Si vous avez accueilli sur votre territoire des mesures compensatoires dues à une infrastructure routière départementale ou nationale, vous avez mis à disposition un terrain et sur 2000 mètres carrés, il y a eu un super travail restauration de mares, par exemple, ou de zones humides. C'est génial, mais ça a sa place dans les retours d'expérience de la RB Nouvelle-Aquitaine sur comment bien appliquer la séquence ERC, pas dans notre recueil d'actions. Donc il faut que ce soit des actions volontaires. Bien évidemment, si en plus de ces 2000 mètres carrés, vous en avez profité pour faire 2 hectares de zone humide en plus de cette séquence ERC, ne vous privez pas, mais expliquez bien ce qui relève de l'opportunité ERC et ce que vous avez fait de manière volontaire. La troisième chose, c'est qu'il faut vraiment être explicite et bien être en lien direct et explicite avec le thème restauration de la nature. Donc, expliquez bien comment on part d'un état et on arrive à un nouvel état qui est meilleur, qui est de meilleure qualité, d'un meilleur fonctionnement pour l'écosystème ou pour une espèce. Si c'est pas thématique, ça a beau être une super action, géniale, eh ben, elle ne sera pas publiée parce qu'on est sur des recueils d'actions thématiques. Et puis enfin, il faut vraiment qu'elle soit réalisée ou concrètement engagée au 27 février 2026 parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un problème. Hein. Vous avez fait un marché, le bon de commande est passé, et puis l'entreprise fait défaut ou quelqu'un a un accident, il y a quelque chose qui remet en cause les travaux et qui fait qu'il y a un délai, eh ben, si on publie votre action en septembre et qu'en fait, elle n'a pas été réalisée, vous comme nous, on est ridicule. Donc, les évaluateurs sont extrêmement exigeants sur les preuves que c'est bien réalisé ou si c'est concrètement engagé, les preuves que ce sera bien fini en mai-juin, qu'on pourrait aller le voir, par exemple. Donc, dans le doute, vous pourrez m'interroger, bien évidemment. Euh, voilà, donc réalisé. Et, et donc,
après cet exposé, vous allez y réfléchir, on va en discuter ensemble. On est à votre disposition. Alors, moi, avec ou sans Mina, selon sa disponibilité, mais elle connaît bien le concours, elle peut aussi vous aiguiller. On est à votre disposition pour des entretiens individuels. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez réfléchi, que vous vous direz, ben ouais, on a ça qu'on pourrait valoriser. Moi, je suis à votre disposition pour une petite visio ou un coup de fil selon ce que vous préférez, pour que vous me disiez voilà ce qu'on a prévu dans tel chapitre, voilà ce qu'on a fait, etc. Je vous dirai pas si c'est bien ou pas bien, parce que j'ai un devoir de neutralité vis-à-vis de tous les participants. En revanche, je pourrais vous dire, je comprends pas bien le lien avec le thème. Attention, comment aider à le reformuler? Ou alors vous dire, est-ce que c'est un projet ou une réalisation? C'est pas très clair. Je vous encourage dans la rédaction à pas utiliser le futur. C'est des choses qui vont souvent dans vos notes de bureau, de conseil municipal, de dossier de subvention. Vous écrivez au futur, c'est normal. Là, on vous demande vraiment de revisiter quelque chose de réalisé, donc écrivez au présent ou au passé, mais évitez le futur. Voilà pour vous donner les meilleurs conseils et puis en espérant vous donner envie de témoigner de vos réussites. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup, Gilles. Eh ben, on ouvre un temps d'échange, de questions-réponses. N'hésitez pas à poser toutes les questions à Gilles. Et avant que les mains se lèvent, moi j'en ai une question, Gilles. Je Ouais, me demandais, quand on parle de restauration écologique, euh, il y a aussi la question un peu des délais entre le moment où on met en œuvre les oui, actions et le moment où on observe en fait les résultats, éventuellement on atteint les résultats escomptés. Ce qui est évalué dans le cadre de Capitale française pour la biodiversité, c'est les moyens mis en œuvre ou c'est aussi les résultats écologiques. Je prends l'exemple d'une collectivité qui voudrait restaurer, euh, par exemple, une frayère à brocher sur un demi-hectare. Les actions sont mises en œuvre. Il s'est passé une année et une année après, eh ben, toujours pas en fait de retour du brochet, mais voilà, pour autant la frayère est réalisée. Il peut y avoir un certain nombre d'autres intérêts écologiques, mais par rapport à l'objectif qui était recherché, l'objectif n'est pas encore atteint. Est-ce qu'une collectivité qui s'est engagée sur des actions de ce type-là peut présenter son action dans le cadre de Capitale française pour la biodiversité avec les chances que ça soit reconnu comme une action exemplaire? ouais, tout à fait. Alors, il y a 2 choses. D'abord, ce qui nous intéresse, c'est la politique publique de la collectivité, c'est pas la qualité de son patrimoine naturel. Donc toutes les collectivités de toute taille, quels que soient leurs atouts en termes de biodiversité de départ, peuvent se voir être élues capitale française de la biodiversité. Si on part de très loin et qu'on a fait beaucoup d'efforts, eh ben, on peut être reconnu alors que si on a déjà une réserve naturelle extraordinaire et puis qu'on n'y fait pas grand-chose, eh ben, on va dire que c'est plutôt de la conservation de la nature que de la restauration. Ben, on aura moins de chances d'être primé, par exemple. Donc, ne vous bridez pas en vous disant, mon territoire n'est pas suffisamment riche. C'est pas ça le sujet. Ensuite, vous pouvez présenter des actions que vous avez, qui sont pas forcément, moi je conseille réalisées dans le mandat, ou si elles ont été commencées avant, elles se continuent. Par exemple, si ça fait 30 ans qu'on travaille sur un sujet et que ça se continue, alors c'est génial. Là, on a une action de très long terme, c'est parfait. En revanche, si c'est une action qui a été réalisée il y a plus de 10 ans, en un coup, et que, bah, on n'a plus rien fait depuis, je vous déconseille de la présenter parce qu'elle sera peut-être pas emblématique de la politique publique de la collectivité. Alors que si elle a été réalisée il y a 5 ans dans le mandat, allez-y, soyez fiers, c'est très bien. Si elle a été réalisée l'année dernière, évidemment que vous n'avez pas encore de résultats. Dans ce cas-là, expliquez-nous la méthode que vous avez prévue pour mesurer les résultats futurs et le fait d'avoir engagé des moyens suffit à faire une action qui est exemplaire parce que on présuppose qu'elle va donner des résultats parce que la méthode de mise en œuvre est bonne, est efficace et qu'on
on perçoit qu'elle va donner des résultats. Parfois même, on utilise la notion de mesure sans regret, où on se dit, on n'est pas absolument certain que ça va marcher. Par contre, c'est une bonne démarche et donc c'est exemplaire, on y va. Donc même si vous n'avez pas encore de résultats, même si une action jeune, du moment qu'elle est réalisée, elle est présentable tout à fait. Évidemment, il faut expliquer Merci. c'est Ouais, les mesures de suivi, et cetera. Qu'est-ce que vous avez prévu? la démarche. Voilà. Ok. Et puis, on n'attend pas la même chose d'un village de 150 habitants, d'une grande ville ou d'une grande communauté urbaine, bien sûr. Un petit travail, de restauration participative de mares dans un village, c'est une action exemplaire. Là où, la même chose présentée par, une très grande ville, on dira: «Bah, c'est un peu léger, quoi». Alors que si la ville, elle dit, j'ai refait en 5 ans, la restauration d'un réseau de 300 mares et la création de 50 mares intermédiaires, là, on va dire waouh, super. Vous voyez, donc Mm. il y a cette notion d'échelle qui est évidente, hein. Merci Gilles. Donc, y a-t-il des questions des collectivités? Certaines peut-être ont déjà candidaté à CFB et voilà, ça peut être aussi l'occasion hein, de repartir hein, de certaines candidatures où éventuellement vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout, jusque là où vous auriez aimé peut-être être lauréat et vous pouvez saisir cette occasion là ce matin d'échanger avec Gilles, vraiment n'hésitez pas, hein. Il est d'ailleurs possible, tout à fait, de mettre à jour une, action qu'on a déjà, soumise, qu'elle ait été publiée ou non à l'époque, hein, puisqu'on fait ce concours depuis 2010. Il est tout à fait intéressant, de dire, ben, 5 ans après, cette action qui a été publiée, en 2019, en 6 ans, on a, continué ou on a des résultats différents et du moment qu'elle, illustre le thème de l'année, présenter une mise à jour de cette fiche action. Je déconseille de faire que de la mise à jour si on veut atteindre le stade de la finale, parce qu'on se dira qu'est-ce qu'ils ont fait de nouveau. Les évaluateurs, ils peuvent se dire ça, mais une action mise à jour ne pose aucun problème. Ça vous laisse sans voix, hein. Mhm. Vous avez déjà des idées de choses que vous avez faites qui pourraient rentrer dans ce thème de la restauration de la nature? Ça peut être intéressant effectivement hein, que parmi vous, vous puissiez peut-être nous partager des exemples d'actions de restauration dans vos territoires où vous vous dites peut-être que ça pourrait effectivement figurer dans un dossier capitale française pour la biodiversité Et dans un recueil. et éventuellement ouais. Ouais. Juste une petite question. Merci Gilles, merci Baptiste pour ces présentations. Bonjour tout le monde. Je me pose une question et peut-être que ça peut intéresser aussi les personnes présentes sur les candidatures qui seraient réalisées par les villes-centres et les intercommunalités si il y a des points de vigilance à avoir, des conseils à donner pour éviter la redondance ou comment est-ce que c'est traité puisque notamment sur les grandes collectivités, je vois assez régulièrement que la ville-centre et l'intercommunalité sont candidates. Voilà, est-ce qu'il y a des choses à savoir si on se lance dans cette démarche-là? Bah, surtout, quand vous avez des services mutualisés, la question, se pose doublement. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous concerter, c'est de vous dire avec, vos politiques, peut-être que, d'être tactique pour dire: «On va présenter, plutôt, la ville-centre, que, la métropole». C'est ce qu'a fait Tours cette année. Tours a été lauréat des grandes villes, par exemple et ils ont fait le choix, alors qu'ils sont mutualisés en termes de services, de plutôt, mettre l'accent sur la ville que sur, la métropole parce qu'elle était plus en avance, qu'elle avait un plus grand historique, que c'est quand même l'action de la ville qui a structuré, l'action de la métropole. Donc la première chose, c'est d'en parler, d'éviter de faire des candidatures
concurrentes. Mais c'est pas du tout interdit, hein. C'est possible. C'était le cas là cette année pour Blois et Aglopolis. Bon, alors ils n'ont pas gagné tous les deux, mais ça pourrait être possible. Il n'y a rien qui l'interdit. Par contre, il faut vous coordonner sur le type d'action pour que les évaluateurs aient bien conscience que c'est bien une action de niveau communal et pas une action de niveau intercommunal déguisée au niveau communal. Vous voyez donc il faut faire attention à ça et pas présenter évidemment les mêmes actions au niveau communal et puis la même action déclinée au niveau intercommunal. Là, si vous faites ça, les évaluateurs ils vont se dire bon bah on a 2 fois la même action, on va pas publier 2 fois la même action. Donc dans ce cas-là, jouer la carte de la diversification, mais c'est tout à fait possible, hein. C'est tout à fait possible. Il y en a qui l'ont joué. Là, j'ai une communauté de communes qui l'a joué, y compris en se disant comme ça, on a 2 fois plus de chances d'éventuellement avoir un trophée et ça a marché. C'est la communauté de la Côte d'Émeraude, en Bretagne, qui est lauréat des intercommunalités et puis, sa commune, une de ses communes, Saint-Lunaire, qui est déjà lauréate par le passé, a candidaté aussi. Ils voulaient gagner tous les 2. Bon, ils n'ont pas gagné tous les 2, mais ils sont quand même excellents. Voilà. Donc, vous pouvez, faire, mais coordonnez-vous et puis, n'hésitez pas à m'interroger une fois que vous êtes au stade de la réflexion sur les actions concrètes, je vous dirai si ça me semble suffisamment différencié en fait. Bonjour à Et tout le monde aussi, je ouais, me permets de prendre la parole. Désolée, je viens de te couper. je t'en prie. Je suis Mina Alazraki, donc vous avez vu ma petite photo avant, mais j'en profite en vidéo, c'est toujours plus clair. N'hésitez pas effectivement à me solliciter si vous avez besoin d'éclairage. Par ailleurs aussi de mettre soit Gilles en destinataire aussi, en copie, etc. Mais en tout cas, on peut vraiment, je pense, se compléter sur les éclairages de vos candidatures. Voilà. Et Gilles, tu confirmes que même les toutes petites communes peuvent candidater, hein, Non seulement, puisqu'il y a une alors, non, catégorie moins de 2000 habitants, c'est ça oui, la oui, oui, plus oui, petite oui. catégorie? Ouais. Non seulement elles peuvent candidater, mais elles peuvent être capitale française de la biodiversité. Mm. La capitale française de la biodiversité 2025, c'est un village de 2300 habitants. Et elle vient de regagner son titre après avoir été capitale française de la biodiversité en 2017. Donc, Mhm. c'est vraiment pas la taille. Quand on dit capitale, on entend Paris, quoi. Enfin, non, l'idée, c'est de dire c'est un champion inspirant avec des actions qui peuvent être tout à fait transposées à d'autres échelles. Donc voilà. Alors évidemment, un village, il travaille pas tout seul. Quand on a 3 agents techniques, ben évidemment qu'on fait pas les choses tout seul. Donc on est souvent avec des financements de partout, de l'agence de l'eau, de la région, du département, pourquoi pas de mécènes. Et puis on travaille avec des associations locales, conservateurs d'espaces naturels, des associations naturalistes comme la LPO ou l'Office pour les insectes et leur environnement, ou dans votre région, Sistude Nature, ou les associations départementales de protection de la nature. Donc voilà, c'est là que j'insistais sur les partenaires parce que bien souvent, dans un petit village, c'est avec les partenaires qu'on fait des choses, on ne les fait pas tout seul et ça peut tout à fait être intéressant. On a des surprises chaque année dans le milieu rural, hein, qui montent de plus en plus. On a beaucoup parlé de nature en ville, mais en milieu rural, il se fait des choses vraiment très chouettes sur le sujet, avec des acteurs variés que sont les agriculteurs, les fédés de pêche, les naturalistes, mais aussi les fédés de chasse, les forestiers. Enfin voilà, soyez. Et puis vous avez aussi une très grande façade littorale. Donc, il y a aussi beaucoup de choses avec le milieu marin ou littoral, et puis des partenaires essentiels, hein, comme par exemple l'ONF. Donc, si c'est là aussi une charte forestière avec un programme de restauration de milieu dans la forêt communale, c'est tout à fait valorisable.
parce que l'ONF, il travaille avec la commune, il y a un plan de gestion, etc. Bon, voilà. Ok, merci. Pour compléter sur les partenaires, donc tu citais enfin tu évoquais 43 partenaires du dispositif Capital. Ces 43 partenaires, ils peuvent être aussi des partenaires sur certaines fiches. Je vois qu'il y a le Oui, conservatoire oui, d'espaces bien sûr. naturels, par exemple, ou LPO. Il n'y a pas Oui. de Non, bien discrétion à sûr. avoir, notamment dans la phase de jury. Les collègues du CEREMA, par exemple, accompagnent, là, c'était le cas pour Angoulême cette année. C'est eux qui ont fait le travail de fil vert et culturel du centre-ville piéton et historique d'Angoulême avec la commune. Bah, tout simplement, ils n'ont pas évalué. C'est-à-dire qu'ils évaluent pas et ils n'ont pas participé au vote quand on était au Parlement. Ils se mettent en retrait, ils sont eux-mêmes impliqués. Donc voilà, on fait exactement la même chose avec les collègues des conservateurs d'espaces naturels ou autres. Il arrive que nous, nos ARB, on travaille avec les collectivités, on leur donne des conseils. Pour certains, on fait des programmes expérimentaux ensemble. Et ben, c'est pareil, quoi. Si on est juste en conseil, ben, on peut évaluer. Si on est sur un programme qu'on fait ensemble dans un cadre très déterminé, on dit qu'on se met en retrait, puis on laisse nos collègues évaluer l'action. Euh, Mais il n'y a pas d'argent en jeu, il n'y a rien d'autre à gagner que de participer à un mouvement commun et éventuellement d'avoir une reconnaissance nationale. Donc il n'y a pas de conflit d'intérêts grave, hein, et on les gère très simplement. Petite question, dans le cadre du territoire engagé pour la nature, on a déjà fait 2 actions dans le cadre des dossiers de demande de labellisation et on est engagé sur un 3e projet pour les 2 années à venir. Et est-ce que ces projets déjà réalisés peuvent être décrits et nous permettre de participer à ce concours des capitales françaises ou est-ce qu'il faut autre chose? Ah non, au contraire, c'est excellent. C'est-à-dire que c'est bien notre dynamique collective à tous, au niveau national et régional, c'est de se dire que les actions que vous avez menées, que vous avez imaginées, projetées, puis menées dans le cadre de territoires engagés pour la nature, deviennent des réalisations D'accord. exemplaires qui viennent nourrir le recueil d'actions de Capitale française de la biodiversité. Il faut simplement qu'elles soient en lien avec le thème de l'année, la Oui, oui. restauration de la nature. Donc, si vos 2 actions déjà réalisées illustrent la restauration de la nature, alors génial, dites-le et dites qu'elles ont été conçues dans le cadre de territoires engagés pour la nature. C'est quelque chose que les évaluateurs, évidemment, apprécieront parce qu'ils se diront c'est conçu dans un mouvement d'ensemble avec des partenaires qui les accompagnent, etc. Alors, il s'agit tout simplement de la restauration d'une zone humide en cœur de bourg et on en a fait un point pédagogique pour expliquer aux Mmh. gens qu'il y a une zone humide. Donc ça, c'est un projet qui est terminé. Et puis, un autre projet qui est terminé, c'est la protection des loutres. Et donc, on a fait Mmh. des petites passerelles sous les ponts pour qu'elles puissent traverser la départementale sans avoir de souci de se faire écraser. Donc, ça aussi, c'est terminé. Et puis, on a un projet de faire un sentier de randonnée autour des orchidées et de la sauvegarde des orchidées dans notre village. Mais attention, nous ne sommes pas une commune enfin, on est bien une commune de moins de 2000, mais beaucoup moins de 2000 puisqu'on n'est que 468 habitants. Donc, Oui. c'est quand même une toute petite commune par rapport aux autres communes qui travaillent là-dessus. Alors c'est pas du tout un problème, hein. J'ai eu des lauréats de 170 habitants par le passé, des petits, même communes nouvelles de 170 habitants au total, hein, regroupant 5 villages. Vous voyez, donc non, c'est pas la taille qui compte. Et dans les actions dont vous parlez, par exemple, pour savoir dans quel chapitre les mettre, la restauration de la zone humide avec un objet pédagogique, ça pourrait très bien être dans biodiversité et citoyenneté. Et celle de rétablissement d'une continuité écologique pour les loutres, être dans biodiversité, travaux et suivi.
D'accord. Donc, à vous de, mais voilà, donc à vous de regarder si vous n'avez pas une troisième action qui pourrait donc déjà être réalisée au cours du dernier mandat et illustrer la restauration de la nature sur soit de la planification, si vous avez fait une stratégie foncière pour acquérir des milieux à protéger ou restaurer, ou alors des aménagements, d'autres types d'aménagements du territoire, ça vous ferait une troisième action et là vous avez un dossier de village qui a l'air qu'on a envie de lire, quoi. Ok. Et on est à votre disposition pour, quand vous y aurez réfléchi un petit peu, pour vous aider sur ces sujets-là. D'accord, je vous remercie. Sur je rebondis sur la candidature possible de Saint-Aquilin. Gilles, est-ce que les ABC sont éligibles au titre de biodiversité citoyenneté? Alors, un atlas de la biodiversité, c'est un travail de rassemblement de la connaissance existante, de complément de la connaissance manquante et d'établissement d'un plan d'action biodiversité. Donc, où est le thème restauration de la nature? C'est ça qu'il faut se demander là. Si dans le plan d'action de l'ABC, il y avait des actions de restauration de la nature et qu'elles ont été mises en œuvre, eh ben, l'ABC fait partie du contexte et renforce la qualité de votre action parce que vous avez du diagnostic écologique préalable qui est très fort hein, puisque vous avez un ABC qui a mené aux travaux. Mais il faut quand même qu'il y ait de la restauration de la nature. Le seul fait de faire de la connaissance, là, cette année, ne suffira pas à faire une action éligible. Sur cet acquis-là, donc c'est ma commune, on a fait un ABC qui a été terminé en juillet dernier. Et il y a eu des actions qui ont été déterminées pour les années à venir, mais également, on s'est rendu compte que dans le bourg, et en particulier sur le clocher, il y avait des chouettes, et il y en avait pas mal. Et on a fait restaurer l'église de Saint-Aquila, et on a prévu pour ces travaux de faire des nichoirs pour ne pas effrayer de toute façon ces chouettes du clocher. Voilà, donc on a essayé d'intégrer dans les travaux, mais c'est une petite action, mais Pas ça grave. nous a semblé important. Oui, ouais. Alors, typiquement, donc, restaurer un milieu, un habitat pour la faune du bâti, c'est tout à fait dans le thème de l'année. En revanche, protéger un habitat préexistant, il y a un risque, d'abord c'est obligatoire, ensuite, donc c'est pas forcément additionnel, et ensuite il y a un risque que les évaluateurs ils disent c'est très très bien, mais c'est de la conservation d'un habitat. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est si vous avez développé, sachant qu'il y avait des rapaces qui nichaient et que vous avez bien sûr pris en compte dans les travaux de restauration ces rapaces, mais vous avez développé l'accueil de la faune du bâti en plus, c'est-à-dire que vous avez fait en sorte que la toiture de l'église soit accessible à l'avenir aux chiroptères, aux rapaces, pourquoi pas aux martinets, et pas aux pigeons, et que tout ça, vous l'avez fait ou vous l'avez programmé. C'est là que j'insiste On l'a sur la fait. planification. Alors, si vous l'avez fait, bah, vous avez une action de planification et d'aménagement d'un territoire qui est le territoire bâti. Donc, vous avez votre troisième action. Parce que mais il faut qu'il y ait cette dimension restauration d'un habitat, amélioration de l'habitat bâti, et pas seulement conservation. Donc il faut que vous montriez comment, et en plus, si c'était dans votre plan d'action de l'ABC, si ça faisait partie de vos projets issus de la connaissance de l'ABC, bah là on a un petit peu de planification à l'échelle d'un village pour montrer comment la connaissance et le plan d'action d'un ABC trouvent sa mise en œuvre au travers d'un exemple, par exemple sur la faune du bâti. D'accord. Et si ça n'avait pas été réalisé, ce qu'on vous demanderait, c'est que ce soit formalisé, adopté dans le plan d'action de l'ABC, et éventuellement
par exemple, si vous êtes avec des travaux de restauration de l'église, que le planning de travail, le plan avec l'architecte, etc., prévoit d'ores et déjà pour qu'on ait la preuve qu'il y a bien une planification de cet accueil. Donc là, si tout ça, ça a été adopté en conseil municipal, que vous avez des preuves que c'est ça, ça peut valoir planification, même si c'est pas encore fait. Voilà, pour les autres, hein, vous, c'est fait, c'est encore mieux. Mhm. Ça donne envie hein, de ce que vous. Donc, vous voyez, on n'est pas. Quand on dit restauration de la nature, soyez imaginatifs et n'hésitez pas à nous interroger. On vous dira, ouais, ça va. Les écosystèmes et les milieux peuvent être extrêmement variés. Ça peut être le bois mort, ça peut être qui sont des micros. Alors, micro-dendro-habitat ou dendro-micro-habitat, je ne sais jamais dans quel ordre, je crois que c'est dendro-micro-habitat. Voilà, les habitats des trous ou des écorces ou des cassures dans le bois, c'est un habitat en propre. Donc, faire une action de préserver du bois mort parce que on suit les insectes saproxyliques ou les oiseaux nicheurs, etc., ça peut tout à fait être de la restauration d'habitat si on fait. Alors, il y a la différence entre la conservation et la restauration. Il faut arriver à la démontrer, quoi. Conserver un arbre mort, c'est de la conservation. Les mettre en valeur, en ajouter, voilà, c'est de la manière de rédiger qui dira que c'est de la restauration. J'ai encore une question. La ville de Niort a quitté La Réunion là, mais est-ce que la création de réserves naturelles, tu le comptes en restauration de la nature ou pas? Eh ben, si c'est juste on a créé une réserve naturelle parce qu'on avait les prairies de la Sèvre nantaise qui sont super, c'est une action de conservation de la nature. Donc, c'est pas de la restauration. Mais si on a fait des travaux, on a un plan de gestion. Et non seulement c'est une réserve naturelle qui est classée, mais on a prévu ou on a fait des travaux de restauration du fonctionnement hydrologique de ces prairies pour qu'elles soient bien inondées et qu'elles servent à la fois de réserve pour la Charente. C'est la Charente? Oui, hein. Non, c'est la C'est Sèvre. la C'est la Sèvre, oui. Sèvre, pardon. Ouais, Oui. Je confondais avec Sainte. ouais. Donc, dans les lauréats, vous avez aussi Oui, Sainte qui tout a à fait. été lauréat. Là, c'est la Charente. Et donc, s'il y a eu des travaux de restauration d'habitat dans cette réserve naturelle, ou si son plan de gestion prévoit des travaux de restauration ça marche. Donc, en fait, normalement, dans toutes les réserves naturelles, il y a un plan de gestion qui prévoit des travaux de restauration d'habitat. Sauf si cette réserve elle est en parfait état de conservation, auquel cas, je dirais, attention, c'est risqué. Les évaluateurs risquent de dire, c'est que de la conservation de la nature, c'est pas notre thème de l'année, même si c'est génial. Donc, La création date de 2025, donc je pense qu'il n'y a pas de travaux, mais il y a probablement un plan de gestion. Je vais voilà, vérifier non mais avec eux. il y a des travaux qu'ils ont pu faire avant, et du coup, le classement en réserve, c'est un peu une consécration, mais le thème de la fiche, c'est plutôt les travaux réalisés entre 2020 et 2025. Voilà, faut voir avec la commune un peu ce qui a été fait. Je sais qu'ils ont fait des choses. Donc Ça c'est marche. plus sur quoi aussi, sous quel angle on va parler de ce qu'on a fait, qui va parler de ce qu'on a fait comme travaux pour améliorer les habitats, et le classement va être une conséquence. Et on va pas écrire 30 lignes sur la procédure de classement, par exemple, parce que ce sera moins intéressant par rapport au thème de l'année. Ça vous va? Est-ce qu'il y a... Oui, je vois qu'on a donc dépassé l'heure de midi. Néanmoins, s'il reste une ou deux questions, c'est tout à fait possible de les prendre encore. Est-ce que... Donc, j'ai noté dans le chat la volonté de Niort, en tout cas, hein, de candidater. Super.
Et donc, on peut regagner un titre même si on a été lauréat. C'était le cas pour Niort en 2013, il y a longtemps donc déjà. Mais je vous ai dit pour Muttersols qui vient de regagner son titre. Et puis même la communauté de communes Bruyères-Vallon des Vosges, lauréate en 2024, a regagné en 2025. Donc, n'ayez aucune, voilà, ne vous limitez pas. C'est ouvert. Eh ben, merci beaucoup, Gilles. Je propose du coup Merci à vous pour qu'on l'accueil. clôture ce webinaire. Un grand merci pour tous ces exemples partagés. Voilà, je trouve que ça ouvre des perspectives. Et puis, c'est vrai que voilà, je crois qu'il faut vraiment retenir que voilà, toutes les collectivités peuvent candidater, peuvent participer, voilà, quelle que soit la taille de la collectivité, effectivement, ne pas se brider. Et puis, n'hésitez pas pour toute autre question, eh bien, à vous diriger vers Mina ou bien Gilles directement. Voilà. Merci beaucoup. Bon appétit à toutes et tous. Merci, au revoir. À bientôt.